Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, avec le deuxième chapitre, champ et potentiel électrique, on considère deux charges électriques ponctuelles Q, positives et fixées aux points A et B, comme montré sur la figure. Première question, déterminer en fonction de la distance R, OM, le potentiel électrique V de R, au point M, sur la droite delta, passant par le point O et le point I qui est milieu du segment AB. Donc, pour répondre à cette question, on peut écrire que le potentiel créé en un point M, alors V de M, est égal à V créé par la charge qui se trouve à la position A au point M, plus le potentiel créé par la charge qui se trouve au point B au point M. Donc, on les réécrit. Le premier potentiel est décrit comme KQ divisé par la distance entre la position A et la position M. Bon, je l'ai ici décrite par D1. Donc ici, par D1, plus la même chose, c'est K, vu que c'est la même charge Q, divisé par la distance D2. Donc, dans ce qui suit, il faut qu'on arrive à un but qui est celui-là, mais la question est comment? C'est V de R qui est égal à une fonction en R. Ça veut dire que ça doit être une fonction radiale. Donc, pour écrire V en fonction de R seulement, ça veut dire qu'on est en train de l'écrire en fonction de la distance OM. Donc, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est de montrer comment on écrit ces deux distances, D1 et D2, en fonction de la distance OM, qui est décrite par R. Donc, d'abord, on va passer par un premier triangle, qui est le triangle AIM. Donc, on va appeler ça, par exemple, partie 1. On va montrer comment on peut écrire D1 en fonction de la distance IM. Puis, on passe au deuxième triangle. On passe à la deuxième partie. On réécrit l'expression de la distance IM en fonction de la distance OM. Donc, on pourra dire que OM est égal à OI plus IM. Donc, IM est égal à OM moins OI. Donc, on pourra écrire enfin D1 en fonction de R. Et pour terminer, on va donner une expression de OI en fonction de l'exercice, pour retrouver une définition correcte de la distance D1. On considère les deux triangles AIM et MIB, qui sont droits tous les deux au point I. Ils ont une arête commune, c'est l'arête IM, et aussi que les deux arêtes IA et IB sont égales, parce que nous a décrit dans l'exercice que la droite delta passait par le point d'origine O, et aussi par le point I, qui est défini comme étant le milieu de AB. Donc, si A est le milieu de AB, la distance IA est égale à la distance IB. Les deux triangles AIM et MIB sont égaux. Sachant que les triangles sont égaux, on peut dire que la distance D1 sur le premier triangle est égale à la distance D2 sur le deuxième triangle. Dans le triangle AIM, un triangle rectangle qui est droit au point I, on peut considérer le théorème de Pythagore, où D1 au carré est égal à la distance AI au carré plus IM au carré. On a D1 au carré qui est égal à la distance IM au carré plus la distance IA au carré. Pour introduire la distance R, on a la distance IM qui est égale à la distance OM moins la distance OI. Donc la voilà ici sur la figure. Voici la distance IM qui est égale à la distance OM moins la distance OI. Donc pour déterminer la distance IM, il faut déterminer la distance OI. Je réécris une fois de plus la distance IM, qui elle est égale à R, c'est la distance OM, moins la distance OI. Donc déterminons la distance OI, et pour cela, il faut la déterminer à partir du triangle OIA, ou bien à partir du triangle BIO, ils sont symétriques, ils sont égaux. Considérons le triangle OIA, on peut dire que la distance OA au carré est égale à la distance OI au carré plus la distance IA au carré. Donc pour déterminer la distance OA au carré, il faut le tirer. Donc on a OI au carré qui est égal à OA au carré moins, donc on a OI au carré qui est égal à OA au carré moins IA au carré. Or, on sait que OA au carré est égal à racine de 2A au carré, OI au carré qui est égal à racine de 2A au carré moins IA au carré,
ça implique que OI au carré est égal 2A au carré moins IA. Donc, il faut déterminer la distance IA. Pour déterminer la distance IA, on revient ici. On a la distance IA qui est le milieu de la distance AB. Donc, si on connaît la distance AB, on connaîtra la distance IA. Et pour connaître la distance AB, il faut considérer le triangle OAB, qui est droit au point A. Donc, c'est un triangle rectangle. On peut utiliser, encore une fois, le théorème de Pythagore. Et on obtiendra que AB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré. Donc, du triangle OAB, on a AB au carré qui est égal à OA carré plus OB carré. Et ces distances OA carré et OB carré, elles sont connues. Donc, on a AB carré qui est égal à racine de 2A au carré plus racine de 2A plus racine de 2A au carré. Donc, ça implique que AB carré est égal à 2A carré. Ce qui implique que la distance AB est égale à 2A. Or, on a I qui est le milieu de AB, donc IA qui est égal à IB et qui est égal à la distance AB sur 2. Donc, on peut avoir la distance IA égale à A. Avec cette nouvelle information, on peut réécrire l'expression de D1 en fonction de R. Mais d'abord, il faut remplacer IA dans l'expression de OI au carré. Donc on a OI au carré qui est égal à 2A au carré moins IA au carré. En introduisant l'expression de IA est égal à A, on peut avoir OI au carré qui est égal à 2A carré moins A carré, ce qui implique que OI carré est égal à A carré. Donc la distance OI est égale à A. On remonte encore un peu plus et on remplace l'expression ou bien la valeur de OI dans l'expression de IM. IM est égal à R moins OI, ça implique que IM est égal à R moins A. Donc tout ce qu'il faut pour déterminer la distance D1 au carré maintenant est de remplacer la valeur de IM au carré plus la valeur de IA au carré. On a D1 carré qui est égal à IM carré plus IA carré. On a D1 carré qui est égal à IM carré plus IA carré. Et on remplace les expressions IM et IA par leur valeur. Donc on a D carré qui est égal à IM carré. Donc IM c'est R moins A au carré plus l'expression de IA qui elle est égale à A au carré. Donc ainsi on obtient les expressions de D1 à distance qui est égale à R moins A au carré plus A au carré, donc le tout à la puissance induite. Ayant l'expression de D1, on sait que D1 maintenant est égal à D2, donc le potentiel créé par les deux charges, donc V de M est égal à KQ sur D1 plus KQ sur D2. Avec D1 est égal à D2 démontré, on peut écrire que c'est égal à 2KQ multiplié par 1 sur D1. On a le potentiel V au point M, et M est repéré à partir de l'origine, donc c'est comme si on écrivait V2 au M, donc c'est égal à 2 KQ fois D à la puissance moins 1, et la distance OM, eh ben c'est directement la distance R. Donc on a V de R qui est égal à 2 fois KQ multiplié par, alors R moins A au carré plus petit a au carré, le tout à la puissance moins 1/2. Donc voici l'expression du potentiel V de R qui est en volts. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui avec le deuxième chapitre, champ et potentiel électrique, on considère deux charges électriques ponctuelles Q, positifs et fixées aux points A et B, comme montré sur la figure. Première question, déterminer en fonction de la distance R, en M, le potentiel électrique V de R, au point M, sur la droite delta, passant par le point O et le point I qui est milieu du segment AB. Donc pour répondre à cette question, on peut écrire que le potentiel créé en M point M, alors V de M, est égal à V créé par la charge qui se trouve à la position A au point M, plus le potentiel créé par la charge qui se trouve au point B au point M. Donc, on les réécrit. Le premier potentiel est décrit comme KQ divisé par la distance entre la position A et la position N. Bon, je l'ai ici décrite par D1, donc ici par D1, plus la même chose, c'est K, vu que c'est la même charge Q,
divisé par la distance des deux. Donc, dans ce qui suit, il faut qu'on arrive à un but qui est celui-là, mais la question est comment? C'est V de R qui est égal à une fonction en R. Ça veut dire que ça doit être une fonction radiale. Donc, pour écrire V en fonction de R seulement, ça veut dire qu'on est en train de l'écrire en fonction de la distance OM. Donc, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est de montrer comment on écrit ces deux distances, D1 et D2, en fonction de la distance OM, qui est décrite par R. Donc, d'abord, on va passer par un premier triangle, qui est le triangle AIM. Donc, on va appeler ça, par exemple, partie 1. On va montrer comment on peut écrire D1 en fonction de la distance IM. Puis, on passe au deuxième triangle. On passe à la deuxième partie où on réécrit l'expression de la distance IM en fonction de la distance OM. Donc, on pourra dire que OM est égal à OI plus IM. Donc, IM est égal à OM moins OI. Donc, on pourra écrire enfin D1 en fonction de R. Et pour terminer, on va donner une expression de OI en fonction de l'exercice pour retrouver une définition correcte de la distance D1. On considère les deux triangles AIM et MIB qui sont droits tous les deux au point I. Ils ont une arête commune, c'est l'arête IM, et aussi que les deux arêtes IA et IB sont égales, parce qu'on nous a décrit dans l'exercice que la droite delta passait par le point d'origine O et aussi par le point I qui est défini comme étant le milieu de AB. Donc si A est le milieu de AB, la distance IA est égale à la distance IB. Les deux triangles AIM et MIB sont égaux. Sachant que les triangles sont égaux, on peut dire que la distance D1 sur le premier triangle est égale à la distance D2 sur le deuxième triangle. Dans le triangle AIM, un triangle rectangle qui est droit au point I, on peut considérer le théorème de Pythagore où D1 au carré est égal à la distance AI au carré plus IM au carré. On a D1 au carré qui est égal à la distance IM au carré plus la distance IA au carré. Pour introduire la distance R, on a la distance IM qui est égale à la distance OM moins la distance OI. Donc on va voir là ici sur la figure. Voici la distance IM qui est égale à la distance OM moins la distance OI. Donc pour déterminer la distance IM, il faut déterminer la distance OI. Je réécris une fois de plus la distance IM qui elle est égale à R, c'est la distance OM, moins la distance OI. Donc déterminons la distance OI, et pour cela, il faut la déterminer à partir du triangle OIA, ou bien à partir du triangle BIO, ils sont symétriques, ils sont égaux. Considérons le triangle OIA, on peut dire que la distance OA au carré est égale à la distance OI au carré plus la distance IA au carré. Donc pour déterminer la distance OA au carré, il faut le tirer. Donc on a OI au carré qui est égal à OA au carré moins, donc on a OI au carré qui est égal à OA au carré moins IA au carré. Or, on sait que OA au carré est égal à racine de 2A au carré, OI au carré qui est égal à racine de 2A au carré moins IA au carré. Ça implique que OI au carré est égal à 2A au carré moins IA. Donc, il faut déterminer la distance IA. Pour déterminer la distance IA, on revient ici. On a la distance IA qui est le milieu de la distance AB. Donc, si on connaît la distance AB, on connaîtra la distance IA. Et pour connaître la distance AB, il faut considérer le triangle OAB, qui est droit au point. Donc, c'est un triangle rectangle. On peut utiliser encore une fois le théorème de Pythagore. Et on obtiendra que AB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré. Donc, du triangle OAB, on a AB au carré qui est égal à OA carré plus OB carré. Et ces distances OA carré et OB carré, elles sont connues. Donc on a AB carré qui est égal à racine de 2A au carré plus racine de 2A plus racine de 2A au carré. Donc ça implique que AB carré est égal à 2A carré. Ce qui implique que la distance AB est égale à 2A. Or, on a I qui est le milieu de AB, donc
IA qui est égal à IB et qui est égal à la distance AB sur 2. Donc, on peut avoir la distance IA égale à A. Avec cette nouvelle information, on peut réécrire l'expression de D1 en fonction de R. Mais d'abord, il faut remplacer IA dans l'expression de OI au carré. Donc on a OI au carré qui est égal à 2A au carré moins IA au carré. En introduisant l'expression de IA est égal à A, on peut avoir OI au carré qui est égal à 2A carré moins A carré, ce qui implique que OI carré est égal à A carré. Donc la distance OI est égale à A. On remonte encore un peu plus et on remplace l'expression ou bien la valeur de OI dans l'expression de IM. IM est égal à R moins OI, ça implique que IM est égal à R moins A. Donc tout ce qu'il faut pour déterminer la distance D1 au carré maintenant est de remplacer la valeur de IM au carré plus la valeur de IA au carré. On a D1 carré qui est égal à IM carré plus IA carré. On a D1 carré qui est égal à IM carré plus IA carré, et on remplace les expressions IM et IA par leur valeur. Donc, on a D carré qui est égal à IM carré. Donc, IM c'est R moins A au carré, plus l'expression de IA qui, elle, est égale à A au carré. Donc, on obtient les expressions de D1 à distance qui est égale à R moins A au carré, plus A au carré, donc le tout à la puissance n2. Ayant l'expression de D1, on sait que D1 maintenant est égal à D2, donc le potentiel créé par les deux charges. On veut déterminer le potentiel au point M, donc c'est V au point M, et on a dit qu'il était égal à KQ sur D1, plus KQ sur D2. Avec D1 est égal à D2 démontré, on peut écrire que c'est égal à 2 fois K fois Q fois 1 sur D1. On a le potentiel V au point M, et M est repéré à partir de l'origine, donc c'est comme si on écrivait V2 au M, donc c'est égal à 2 KQ fois D à la puissance moins 1, et la distance OM, eh ben c'est directement la distance R. Donc, on a V de R qui est égal à 2 fois KQ multiplié par, alors R moins A au carré, plus la distance petit a au carré, le tout à la puissance moins n2. Donc voici l'expression du potentiel V de R qui est en volts. Troisième question. Avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de nœud fini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I? Alors pour cela, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui dit que le travail d'une force qui agit sur une particule est égal à la variation de l'énergie cinétique de cette particule. Alors le travail W d'une force appliquée sur une particule d'un point A à un point B est égal à la variation de l'énergie cinétique de cette particule du point A au point B. Donc il est égal à l'énergie cinétique de la particule au point B moins l'énergie cinétique de la particule au point A. Maintenant, on va réécrire l'expression du travail. Donc c'est quoi le travail de notre force? Notre force est une force électrostatique qui s'applique de A jusqu'à B en cas général. Donc l'expression du travail c'est quoi? C'est la force électrostatique F, produit scalaire, le déplacement des deux F, et qui va du point initial A jusqu'au point final B. Maintenant, notre force, la force électrostatique, est donnée par la charge Q' fois le champ électrostatique E. Donc on a l'expression du travail qui est réécrite sur la forme suivante. Donc le travail de la force F, du point A jusqu'au point B, cette fois on a une force électrostatique, est égal à Q', qui sort de l'intégrale, fois le champ électrique E, produit scalaire du déplacement des deux L, cette fois du point A jusqu'au point B. Maintenant cette expression-là, on la connaît déjà, on l'a déjà vue,
elle est égale à l'intégrale de la variation du potentiel du point A au point B, multiplié par un signe négatif, et on n'oublie pas l'expression de notre charge, qui est Q'. Donc notre travail, W, peut être réécrit sous la forme suivante. Donc le travail de notre force électrostatique, d'un point A à un point B, est égal à moins la charge Q' fois le potentiel au point final, donc potentiel au point B, moins le potentiel au point initial, qui est au point A. Mais ce travail est égal aussi à la variation de l'énergie cinétique. Donc, il est égal à l'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A. Maintenant, on va décrire les points A et B. Donc, le point A, lui, représente le point initial, donc il représente le point à l'infini. Et le point B, lui, représente le point final qui se trouve au point I. Et au point I, on a R est égal à petit a, l'arrêt. Donc on peut réécrire l'expression du travail en introduisant le point initial à l'infini et le point final au point I, où R est égal à A. On a le potentiel au point initial, donc le potentiel qui se trouve à l'infini, il est nul. L'énergie cinétique au point B, l'énergie cinétique finale, donc qui se trouve au point I, donc qui est l'énergie cinétique pour R est égal à 1, elle est égale à 0. Donc avec ces données, on peut réécrire l'expression du travail. Donc on a moins Q' fois V2B, donc fois V2 au point I, où R est égal à 1, est égal à moins l'énergie cinétique au point A, donc c'est où R est égal à l'infini. Ça implique que l'énergie cinétique à l'infini est égale à Q' fois le potentiel au point R est égal à 1. Donc, on connaît déjà l'expression de notre potentiel, qui est sur la ligne R. Il est donné par 2 fois K fois Q, divisé par R moins A au carré, plus petit a au carré, à la puissance 1/2. Donc, ce potentiel-là est donné pour R est égal à la distance A. Donc, l'énergie cinétique à l'infini est égale à 2 fois K fois Q fois Q'. On a ici R moins A au carré, où R est égal à A, donc c'est égal à 0. Il ne reste plus que A carré sous la racine, qui est égal à la distance A. Donc on obtient l'énergie cinétique à l'infini, qui est égale à 2K Q fois Q', divisé par la distance A. Et l'énergie cinétique est en joules. Quatrièmement, déterminer l'énergie interne du système, ainsi formée par les trois charges, Q' étant en point. Alors on a l'expression de l'énergie interne, U qui est égale à 1/2 fois la somme sur I de la charge QI multipliée par le potentiel qui se trouve au point I. On peut réécrire cette expression où l'énergie interne U est égale à 1/2 multiplié par, on commence par la charge QA fois le potentiel se trouvant au point A, plus la charge QB fois le potentiel qui se trouve au point B, plus la charge Q' fois le potentiel qui se trouve au point I, là où se trouve la charge Q'. Q' étant au point. Donc l'énergie interne U est égale à 1/2 fois QA fois le potentiel créé au point A, qui est donné lui par KQB, divisé par la distance entre le point B et le point A, AB, plus K fois Q', divisé par la distance entre le point I et le point A, on va le donner par IA, plus la même chose avec la charge B, fois le potentiel créé par la charge A, plus le potentiel créé par la charge Q', avec la distance entre le point I et le point B donnée par I, plus la charge Q' multipliée par le potentiel créé en ce point qui est donné par KQA sur la distance IA, plus KQB divisé par la distance entre le point I et le point B, qui est donné par I. On a la charge QA qui est égale à la charge QB, qui est égale à la charge positive Q. On a la distance AB qui est égale à 2A, comme on l'a vu précédemment. Et la distance IA est égale à la distance
IB est égal à la moitié de la distance AB, donc c'est égal à la distance A, comme on l'a déjà. Donc l'énergie interne est réécrite, et on peut la réécrire sous la forme suivante, 1/2 fois KQ au carré, QA fois QB, K fois Q au carré, c'est QA fois QB, divisé par 2A, plus K fois Q fois la charge Q', divisé par la distance A, plus la même chose, K fois Q au carré, divisé par 2A, plus K fois Q fois Q', divisé par la distance A, plus K Q' divisé par A, plus K fois Q' divisé par B. En regroupant les termes, on peut réécrire l'énergie interne comme étant 1/2 fois K fois Q au carré divisé par A, plus 4 fois K Q fois Q' divisé par la distance A. Donc, ça implique que l'énergie interne est égale à K Q carré divisé par 2A, plus 2 fois K fois la charge Q fois la charge Q' divisé par la distance A. Et l'unité de l'énergie interne est un joule. Donc voici l'expression finale de l'énergie interne de ce système à trancher.